Bonjour tout le monde. Je me disais ce matin, j'aurais la lourde tâche de réveiller les gens, mais je pense que j'en ai pas besoin. Je pense que ça a été fait avec brio. Je remercie d'ailleurs le présentateur d'avoir précisé que je ne pouvais pas que je ne voulais pas présenter l'essentiel du rapport de la commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider sur l'amiante, mais je suis lié par un code de déontologie du bureau qui m'interdit carrément de faire référence, de commenter, de donner une opinion quelconque sur le rapport. Et c'est tout à fait logique si je viens présenter le rapport de façon factuelle. Ça va, mais les questions ne pourront pas rester dans le factuel. Donc, on va rapidement glisser vers les opinions et tout ça, et c'est là le danger, et d'où le respect du code de déontologie. Donc, je suis ici comme chercheur et je devais venir hier soir. Finalement, j'avais un peu de temps hier après-midi. Tiens, je vais aller m'imprégner un peu de l'atmosphère, de voir ce qui se dit, c'est quoi de façon plus opérationnelle l'observatoire. Et je me suis permis de prendre des notes. Donc, en fait, c'est en qualité de chercheur, encore une fois, puis je vais me permettre, avec l'autorisation de Mme Rochette, de donner quelques commentaires sur ce que j'ai vu hier. Ce qui peut être aidant, ce sont des impressions. Moi, le seul avantage que j'ai par rapport à plusieurs d'entre vous, c'est que j'ai le recul, c'est-à-dire je ne savais rien de l'Observatoire avant que Mme Rochette m'appelle pour me demander de venir donner la conférence. Alors, j'ai griffonné pendant que les présentations étaient données hier, j'ai griffonné plusieurs notes. Ce qui m'a frappé hier, vous avez vu les enjeux, il y a plusieurs enjeux. C'est un programme de recherche extrêmement ambitieux. Et il faudrait savoir, justement parce qu'il est très ambitieux, est-ce qu'il faut tout prioriser? Ce que j'ai remarqué hier, c'est que tout le volet de la caractérisation, et Mme Rochette y a fait allusion à plusieurs reprises. On veut savoir à quoi les gens sont exposés, on veut savoir à quoi les poissons sont exposés, on veut savoir la qualité des eaux, la qualité de l'air. Tout ceci fait partie de la caractérisation. Ce qui ressort hier, je ne dis pas que c'est seulement ça qui sortait, mais ce qui était apparent, c'est que le volet caractérisation sera extrêmement bien couvert. Qu'est-ce qui... À contrario, le volet, même si en des termes répétés, Mme Rochette a fait allusion à la remédiation du passif environnemental, ce qui est un enjeu fondamental, cet enjeu-là n'apparaît pas dans les enjeux de recherche. Et je ne dis pas qu'il n'y est pas intégré, mais je pense qu'il y aurait avantage de le rendre visible et que les pistes de recherche conséquentes puissent témoigner du fait, qu'est-ce qui arrive si on veut vraiment remédier? Remédier, le terme qui a été utilisé hier, surtout, ça a été valoriser. S'il y a des travaux de valorisation, qu'est-ce que ça implique? Pas quelle est la situation actuelle seulement, mais avec les travaux, qu'est-ce que ça implique? L'autre aspect, l'autre dimension, je dirais, dans les enjeux que j'ai vus hier, c'est le premier enjeu, c'était la santé. C'était la santé. Le deuxième enjeu, gestion du risque. Je veux bien gérer le risque, absolument, mais pour gérer un risque, il faut l'avoir déterminé. Et ça, ce n'est pas apparent non plus. Sans doute, c'est implicite à l'intérieur des enjeux, mais il faut absolument que ça soit apparent. Donc, on ne peut pas juste venir et présenter, de dire un des enjeux, c'est la gestion du risque, sans l'avoir estimé et sans avoir évalué l'exposition des gens, cette partie-là aura été faite complètement. Donc ça, c'est peut-être les deux aspects par rapport aux enjeux que j'ai vus hier. Maintenant, par rapport au calendrier, il y a quelqu'un à la fin qui est venu, qui a demandé, est-ce que vous avez un calendrier? La réponse, en fait, je ne peux pas vous la dire, en fait, parce que c'était pas très clair comme réponse. La seule chose que je retiens, c'est que c'est un mandat relativement court, donc
Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? On ne le sait pas. Et ça, si vous me permettez, je vais faire un parallèle avec la carrière de professeur. Quand j'ai commencé à l'Université de Montréal, d'ailleurs, j'ai des collègues qui sont à la table en arrière, qui me fait bien plaisir de revoir, qui sont encore mes collègues au département. Quand j'ai commencé ma carrière, vous commencez la carrière comme à titre de professeur adjoint. Professeur adjoint, vous n'avez pas de permanence. Vous avez 3 ans pour être renouvelé. Ça veut dire, après déjà, comme le processus d'évaluation prend 1 an, après 2 ans, vous devez soumettre votre dossier pour être renouvelé. Ensuite, vous avez 3 autres années pour prouver que vous êtes un chercheur, un professeur accompli, et donc vous resoumettez votre candidature pour l'agrégation. L'agrégation, c'est la permanence. Vous allez dire, à l'Université de Montréal, un comité d'appel qui recevait des dossiers des professeurs qui n'avaient pas été promus. Et ce comité d'appel avait un droit énorme parce que ce comité, il pouvait renverser la décision du conseil de l'université et accorder, le cas échéant, une permanence à quelqu'un qui ne l'a pas obtenu par le conseil de l'université. C'est un processus qui prend 1 an, c'est très complexe. Donc, des dossiers, j'ai présidé ce comité-là pendant environ 5 ans. J'en ai vu des dossiers. La personne, le professeur, ce qui était déchirant, mais vraiment déchirant, c'est le professeur adjoint qui, après, à toute fin pratique, 6 ans, se retrouve devant le comité. Et si le comité lui dit non, vous n'avez pas, confirme la non-permanence, il est à la porte. Le professeur est à la porte après 5-6 ans de travail. Je fais le parallèle avec l'Observatoire. L'Observatoire n'a pas le choix. Il faut qu'il fasse à l'intérieur des 5 premières années la démonstration qu'il est incontournable s'il veut durer dans le temps. S'il ne convainc pas les bailleurs de fonds qu'il est incontournable, il va perdre sa place, de joueur important du moins. Et pour convaincre les bailleurs de fonds qu'il est un incontournable, il faut que non seulement les recherches, c'est pas de précipiter les recherches, mais c'est d'où l'importance de prioriser certaines recherches, de s'assurer qu'ils s'inscrivent dans le temps pour permettre justement la mise à profit déjà de résultats qui peuvent être obtenus plus rapidement que d'autres. Mais il faut faire cette démonstration, et cette démonstration se fait également par des résultats qui ne sont pas juste dans des rapports. Minimalement, dans des rapports avec évaluation par les pairs, pour leur donner la crédibilité scientifique, et encore mieux, dans des publications, dans des revues internationales avec évaluation par les pairs. Ce sont des impressions, je n'ai pas la vérité, ce sont mes impressions de chercheur. Bon, je peux commencer ma présentation. Alors, oui, je l'ai ici. Alors, je présente cette planche pour vous montrer que la recherche coûte cher. Moi, j'en fais plus maintenant de recherche, mais j'avais besoin d'un laboratoire. J'avais besoin donc d'avoir de l'argent pour embaucher un ou une technicienne. J'avais besoin d'argent pour embaucher mon agent de recherche ou mon agent de recherche, le cas échéant, et j'avais besoin d'argent pour donner des bourses à des étudiants gradués que j'avais, si par eux-mêmes ou elles-mêmes n'avaient pas obtenu la subvention de recherche. Quand même, au doctorat, je donnais 40 000 $ de bourse par année. Donc, vous pouvez imaginer un peu la pression sur un chercheur de dire, il faut aller chercher l'argent. Je vous ai mis ici, grosso modo, j'ai obtenu 7 millions au cours de ma carrière. Peut-être qu'en valeur d'aujourd'hui, ce sera un peu plus. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire, ça donne quand même environ 250 000 par année. Et c'est tout juste. C'est tout juste. Parce que si vous excluez les salaires et les bourses,
il reste peu d'argent pour le matériel, peu d'argent pour la participation à des congrès. Donc, assurez-vous d'avoir le financement nécessaire pour pouvoir réaliser des recherches pas à rabais. Vous n'allez pas couper des morceaux importants en recherche parce que vous n'avez pas l'argent, c'est trop triste. Donc, je sais qu'il y a un mécanisme en place, mais assurez-vous d'avoir les argents même à l'extérieur de ce mécanisme. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher des fonds dans des organismes qui n'ont pas conclu d'entente avec l'Observatoire. Vous pouvez faire un appariement de fonds. C'est ce que, d'ailleurs, j'ai fait au début de ma carrière, tout simplement pour vous dire donc ça coûte de l'argent. Puis au début de ma carrière, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant peut-être 10-12 ans, sur le lien entre le développement de la maladie de Parkinson, qui est une maladie caractérisée par le tremblement, pas celui que j'ai ou que vous pouvez voir, ça c'est du tremblement de type essentiel, mais un tremblement spécifique qui touche quand même une personne sur 10 de 60 ans et plus. Alors, Alzheimer, c'est une personne sur 10 de 60 ans et plus. Parkinson, c'est une personne sur 10 de 60 ans et plus. Ça fait 2 personnes sur 10, 1 sur 5 des personnes de 60 ans et plus. Avant, quand je disais ça, je ne me sentais pas impliqué. Maintenant, je me sens pleinement impliqué. Oui, c'est ça. Alors, j'ai travaillé pendant une douzaine d'années là-dessus, sur le lien entre le développement de la maladie et l'exposition à certains facteurs environnementaux, dont certains pesticides et des métaux. Alors, ici, ça, c'est la démarche probablement dans laquelle s'inscrit la majorité des recherches que j'ai entendues hier. La majorité des enjeux aussi s'y inscrivent, qui suivent une démarche classique d'analyse de risque, qui commence toujours par l'identification d'une situation dangereuse. Puis les deux volets clés au fond, là. Les personnes qui disent « Ah, j'ai peur », mais il y a deux éléments très importants. Il faut que la substance, ici l'amiante, je pense qu'on ne pose pas de problème, l'amiante est connue comme étant une substance à potentiel toxique, mais pour qu'il y ait un risque, il ne faut pas juste que la substance soit toxique, il faut que la personne soit exposée. Alors, je pense entre autres à l'Université de Montréal, plusieurs édifices de l'Université de Montréal contiennent de l'amiante. C'était un isolant utilisé très, très largement. Beaucoup de vieilles bâtisses, entendons-nous là, qui datent d'une quarantaine d'années, ont de l'amiante. Moi-même, je restais dans un duplex, puis le toit avait avait 4% d'amiante, puis là, on m'a dit oui, mais selon Santé Canada, vous pouvez juste isoler, vous n'avez pas besoin de tout enlever. Mais finalement, quand il y a eu des nouveaux propriétaires qui voulaient agrandir le haut, ça a coûté 14 000 $ juste pour enlever l'isolant pour une si petite surface. Donc, ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut absolument donc, que la personne soit exposée, que ça soit toxique et qu'il y ait une estimation de risque. Ah non, je ne peux pas utiliser le pointeur. Ensuite, il y a quelqu'un hier, dans un des enjeux, je pense, puis dans une des pistes, il y avait toute la question de l'acceptabilité sociale. Effectivement, c'est un enjeu de taille. Vous savez que de façon générale, pour les substances cancérigènes, la communauté scientifique dit qu'à peu près un risque sur 1 million, c'est un risque acceptable. Mais ça, c'est la communauté scientifique qui le dit. Ce sont les organismes internationaux qui le disent. Mais pour la personne, il y a une fois, je me souviens, une personne s'est présentée devant moi dans une commission que je présidais, qui était sur une ligne électrique à haute tension, puis il vient avec ses 2 enfants, puis qui me dit, est-ce que l'initiateur, le médecin conseil de l'initiateur, peut me signer un papier comme quoi mes enfants n'auront jamais la leucémie parce que nous sommes à 100 mètres de distance de la ligne à haute tension et qu'il y a, selon la revue de la littérature, il n'y a pas d'unanimité, mais il y a quand même plusieurs études qui montrent un lien de causalité entre l'exposition au champ électromagnétique et le développement de la leucémie chez les enfants. Donc, les gens veulent avoir cette assurance. Est-ce que le médecin pouvait signer un papier comme quoi ces enfants
ne développeront jamais la leucémie. Évidemment, c'est une question, c'est même pas une question piège, c'est presque odieux de poser cette question-là. Il n'y a pas une seule cause, hein. Souvent, surtout les quelques rares substances à effet cancérogène sont uniques, mais la majorité des cas, c'est multifactoriel quand même. Alors, donc, l'acceptabilité, il faut faire attention à l'acceptabilité sociale, parce que, à titre d'exemple, des fois, au début d'un cours, je demande aux étudiants, si à la fin du cours, quand vous allez obtenir votre diplôme, je vous propose un emploi dans mon entreprise, mais je vous informe qu'il y a un risque sur 100 de développer, mettons, un cancer pulmonaire après 10 ans d'exposition. Qu'est-ce que vous feriez? Et est-ce que vous accepteriez? En général, très peu d'étudiants lèvent la main. Mais au fur et à mesure que j'augmente le salaire annuel, les mains se lèvent. Puis, en général, quand j'atteins 125 150 000 $ par année, j'ai acheté tout le monde. Vous voyez? Donc, c'est le même risque. Le risque, lui, n'a pas changé. Puis l'autre exemple qui peut interpeller chacun d'entre nous, si je vous faisais la démonstration qu'en diminuant la vitesse sur les autoroutes à, mettons, 75 km/h, je réduis le nombre d'accidents, je réduis le nombre de décès, je réduis les soins médicaux, et donc je réduis la charge collective, et donc moins d'impôts. Est-ce que tout le monde accepterait? Pourtant, il y a une démonstration qu'il y aura moins de morts, moins d'accidentés. Vous voyez? Donc, il y a vraiment une question d'acceptabilité, mais il ne faut pas tout mettre sur ce volet-là. Comme a dit André Bouchard une fois, l'acceptabilité sociale, c'est quoi? C'est quand les gens l'acceptent, au fond. OK. Alors, quelques éléments qui m'ont particulièrement touché ou éprouvé au cours de ma carrière et à laquelle je vous invite de porter une grande attention, c'est tout ce qui a trait aux dogmes, aux croyances, aux valeurs. Il y a des personnes, puis c'est sans aucun jugement de valeur que je dis ça là. Je donne l'exemple, je vais commencer par le deuxième. Hier, je parlais avec, je pense que c'est Joanie Martin, puis je lui disais, Joanie Martin, qui est une experte sur les fibres d'amiante, qui travaille comme chercheuse ou chercheur à l'IRSST. Puis je lui dis, oui, je vais donner un exemple de la religion. Elle dit, de la religion? Comment la religion? Mais j'ai dit, tu verras demain. Alors, moi, je suis né en Égypte. Je suis arrivé ici à l'âge de 13 ans. Et j'y retourne depuis au moins une trentaine d'années pour enseigner une fois par 2 ans de façon intensive dans une université de la francophonie qui s'appelle l'Université de Sangor. D'ailleurs, il y en a une personne d'entre vous qui est venue me voir hier et dit « Vous m'avez enseigné à l'Université d'Alexandrie. » Je voulais absolument aller revoir l'église que je fréquentais de rite grec orthodoxe. Mon père, ma mère étaient catholiques, donc le dimanche, c'était l'église catholique qui prenait 3/4 d'heure, mais l'église, après ça, le grec orthodoxe qui prenait 2 heures, qui prend encore 2 heures. La messe prend 2 heures. Et je rentre, c'est une toute petite église. Il y avait une dizaine de personnes. Une personne toussait, minimalement. Elle avait une bronchite, sinon c'était plus grave. Puis je me disais, dans le rite grec orthodoxe, la communion se fait avec le prêtre qui prend un morceau de pain, comme anciennement dans le rite latin, là, qui trempe ça dans le vin et qui dépose lui-même le pain sur la langue du fidèle. Alors je me disais, j'espère que cette personne-là n'ira pas communier, puis j'espère que si elle décide d'aller communier, il n'y a personne qui va aller après elle. Alors, dans les 2 cas, ça s'est avéré faux. Donc, la personne est allée communier, d'autres personnes sont allées après elle. Et donc, je rentre à l'appartement où ma tante vivait, puis je lui dis, « Tante, tu ne peux pas imaginer ce que je viens de voir. » Alors, je lui raconte ceci, puis elle me dit, « Mais
je ne comprends pas ta réaction. Ben, au point de vue hygiène, ça n'a juste pas de sens. Mais elle dit, ben voyons, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ ne te rendra pas malade. Non, mais vous riez, mais c'est une question religieuse. Moi, je ne fais pas de blague avec ça, mais il y a des personnes, même dans mes étudiants, des jeunes, que j'ai relancés après ça à l'Université de Montréal, juste pour voir est-ce que c'est juste ma tante. Non, il y a des jeunes aussi qui y croient. Donc, il y a des personnes pour qui ce sont, je dis religion, dogmes, valeurs, les valeurs peuvent un petit peu changer selon certains auteurs en psychologie, mais je pense que tu pourrais le savoir plus que moi. Mais reste quand même que quand c'est enraciné, quand ce sont des dogmes, quand ce sont des croyances religieuses, peu importe ce que vous allez faire, ça va être extrêmement difficile, voire impossible, de rendre un projet qui juge non acceptable et qu'il y ait une acceptabilité. Le deuxième point, c'est la filière uranifère. J'étais sur une commission qui a examiné, le gouvernement voulait savoir est-ce que, oui ou non, on donne le feu vert au développement de la filière. Évidemment, ça a pu changer depuis ce temps-là. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont rendus, parce que M. Fitzgibbon nous surprend de jour en jour, des fois. Alors, j'étais à Coudjouac et il y a une personne qui vient déposer son mémoire et dit à la commission vous savez, en Inuktitut, l'uranium veut dire la roche qui tue. Et moi, je veux zéro risque. Et ensuite, il nous projette pour les Autochtones, de façon générale, la nature représente quelque chose de symbolique très, très, très fort. C'est comme un dieu, la nature. Donc, ils ont une relation avec la nature qui est tout à fait unique. Alors, il dit, voyez-vous, pourquoi je veux sauvegarder la nature? Puis là, il nous projette un diaporama quand il est parti la première fois pour chasser l'orignal avec son oncle. Et là, il nous montrait même des photos en train de le dépecer. Pour lui, c'était une grande fierté de nous montrer ça. Et donc, il a pris l'avion, évidemment, pour aller à la chasse avec son oncle. Et j'essaye comme quand je cherche sur les commissions, j'essaye de façon la plus délicate possible de ne pas heurter les gens, mais quand même, il y a des questions qui me brûlent la langue et que je veux poser, mais j'essaye toujours d'y aller de façon délicate. Et donc, je lui dis, écoutez, vous nous aviez dit que vous vouliez courir un risque zéro. D'abord, le risque nul, pour moi, n'existe pas. Vous traversez la rue, il n'y a pas de risque nul. Mais pour moi. Mais pour vous, ça peut être autre chose. Alors, je dis, vous vouliez un risque nul par rapport au développement de l'uranium, de la filière uranifère, mais là, vous avez pris l'avion. Est-ce que vous considérez que prendre l'avion représentait un risque? Et il me répond, ben non, c'est mon oncle qui était pilote. Vous voyez? Alors, je le dis avec le sourire, mais pour lui, il n'y avait rien de drôle, c'est ça. Alors, pour une même situation, on trouve la personne dit oui à un risque donné et dit non à un autre risque. Il y a des fumeurs encore aujourd'hui, et puis il n'y a aucun fumeur qui peut prétendre aujourd'hui, qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui ignore que la cigarette a un risque sur la santé. Deuxième point important pour les chercheurs, ce que je vous dirais, pour moi, la probité, l'intégrité, c'est quelque chose d'intouchable pour moi. Et je vais vous relater une expérience que j'ai vécue hier à ma grande surprise. Je parlais avec mon collègue Maximilien Debia, qui me racontait son histoire qui est un peu semblable à celle que j'ai vécue. Au début de ma carrière, je me suis dit, bon, je vais opter pour ce qu'on appelle le matching fund, un appariement de fonds de recherche. Donc, je vais chercher un peu d'argent au CRSNG, un peu d'argent au ministère de la Santé, un peu d'argent ici, un peu d'argent là. Et à cette époque-là, il y avait, je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, là, au CRSNG, qui est un organisme quand même, quand on reçoit une subvention du CRSNG, pour ceux qui sont des chercheurs, c'est comme une reconnaissance quand même qu'on vous reconnaît que vous êtes un bon chercheur. Donc, c'est flatteur.
même si les montants ne sont pas très élevés. Donc, le CRHNG avait monté un programme de recherche colossal qui s'appelle Université Entreprise. Alors, il exigeait que le chercheur ou la chercheuse obtienne une subvention d'une entreprise privée pour être, non pas pour qu'il lui octroie la subvention, mais pour être éligible au CRSNG. Et lorsque vous avez la subvention, vous placez votre demande de subvention au CRSNG, qui, lui, comme organisme, va l'évaluer de la même façon, donc avec évaluation par les pairs et selon des critères parmi les plus rigoureux que je connaisse. Donc, je m'étais prévalu de ceci. J'ai obtenu de l'argent d'une entreprise, j'ai obtenu l'argent du CRSNG. Et un jour, le comité sénatorial canadien sur l'énergie et l'environnement me demande d'aller présenter l'ensemble de mes résultats de recherche. Parce qu'ils étaient à la veille d'adopter une loi qui touchait la substance sur laquelle je travaille. Et par souci de transparence, j'ai mis une planche, une des premières planches, qui dit « Voici mes sources de financement ». Et forcément, le nom de l'entreprise y apparaissait. Je me souviens encore, parce que c'était pour moi, c'était pas quelque chose de machinal. C'était quelque chose de très réfléchi. J'ai même consulté le syndicat des professeurs pour dire, est-ce que ça va? Si je vais comme ceci, est-ce que je peux me faire attaquer? Qu'est-ce que je dis si je me fais attaquer? Et vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça, là. Donc, j'avais obtenu 60 000 $ de l'entreprise privée, puis à l'époque, j'avais à peu près 4 millions de subventions. Donc, la contribution, quand même, et c'est un euphémisme, était modeste. Je fais ma présentation, je présente l'ensemble de mes résultats. Première question d'une sénatrice. Première. Monsieur Zayed, bon, j'ai vu dans cette planche, vous avez eu de l'argent d'une entreprise. Au fond, ce n'est pas les termes qu'elle a utilisés, mais ce que ça voulait dire, comment est-ce qu'on doit interpréter vos résultats? Au fond, elle vient de me dire, est-ce que vous êtes intègre? Elle me pose la question, est-ce que vous êtes intègre? Et je m'y attendais à une question. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit la première question, mais je m'attendais à ce que la question vienne. Évidemment, la réponse était instantanée. J'ai dit, écoutez, madame, c'est votre gouvernement qui met sur pied des programmes de recherche université-entreprise. Vous nous obligez à aller chercher de l'argent de l'entreprise pour nous rendre éligibles au financement gouvernemental. Puis après ça, vous nous dites, vous qui avez élaboré le programme, vous nous dites comment je dois interpréter mes résultats. Puis j'ai dit bien honnêtement, l'autre chose, j'imagine que vous m'invitez. Donc, vous deviez savoir un peu. Aujourd'hui, avec Internet, je veux dire, vous pouvez me mettre à nu. Savoir le nom de ma femme, combien d'enfants j'ai, ou, enfin, comment le BAP a joué un rôle de maîtresse injustifiée pour ma femme. Alors, donc, ce que ça veut dire, c'est que, ça veut dire, il faut que vous vous assuriez que s'il y a du financement du privé, et ce serait dans l'optique de l'amiante, pour moi c'est tout à fait concevable, que vous vous assuriez que l'encadrement se fasse de façon transparente et qui écarte, ça c'est un avis personnel, vous ferez ce que vous voudrez, et qui écarte complètement les bailleurs de fonds privés du processus d'attribution du financement. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds veulent donner de l'argent, très bien, qu'ils donnent un demi-million, mais que ce demi-million soit géré par une entité totalement indépendante de l'entreprise privée, qui n'aura pas, elle pourrait tout au plus dire, ben moi je voudrais mettre un demi-million pour, mettons, essentiellement la valorisation, spécifiquement la valorisation. Donc si c'est pour la valorisation, tout ce qui a trait à la caractérisation, mettons, par microscopie électronique, ça devient secondaire. Dans ce sens-là, ça peut être, pour moi, ça peut être acceptable. Mais pas diriger directement le financement et surtout pas être impliqué dans le processus d'attribution de l'argent, même si l'argent provient d'eux. Alors,
Ben c'est ça. C'est un petit peu ça, les conditions de financement. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience, bien honnêtement, une triste expérience avec la subvention très, très, très petite que j'ai eue de l'entreprise privée. C'était très clair, l'université elle a un encadrement assez strict, aujourd'hui plus qu'il y a 30 ans quand même, là, on en convient, mais reste que, disons, pour dire ça de façon la plus élégante possible, j'ai trouvé que la pression était forte, des fois, là. Puis des menaces qui m'ont fait peur, bien honnêtement. Enfin. Alors, on poursuit. Alors, ça, c'était une espèce de préambule par rapport... Merci. Alors, j'ai terminé. Non. Elle m'a allumé la lumière, ça veut dire que j'ai 5 minutes pour présenter tout le reste. Je vais le faire le plus rapidement possible. J'ai été pendant une dizaine d'années à l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail comme responsable d'un champ de recherche, comme consultant seulement, là. Et j'ai travaillé avec plusieurs équipes, plusieurs chercheurs au sein de notre équipe pour élaborer des programmes de recherche. Alors, bon, ça c'est juste un petit rappel parce que ma présentation, c'était sur les nanoparticules pour vous dire que les nanoparticules, quand même, c'est dans le très, très, très petit. Donc, je vous ai mis ici par rapport au mètre, au millimètre, etc. Au début de ma carrière, bien honnêtement, on ne parlait pas de nanomètres. On parlait de tout au plus de millimètres, sinon de micromètres. À la fin de ma carrière, si vous prenez un cheveu et un cheveu, c'est évidemment pas la longueur, mais le diamètre du cheveu, c'est 50 à 100 micromètres. Et si vous le prenez puis vous le divisez en 50 ou en 100, ça va vous donner 1 micromètre ou 1000 nanomètres, pardon. Et un cheveu qui est coupé en 500 ou en 1000 va vous donner de 0,1, à peu près 0,1 micron ou 100 nanomètres. Et finalement, quand vous le coupez en 100 000, le diamètre toujours, vous arrivez à 1 millimètre. Ça, c'est la définition assez standard d'un nanomatériau, là. Donc, c'est au moins une dimension externe à l'échelle nanométrique. Ça, je vous laisse aller mettre ça aussi. Ce qui est important ici, c'est de voir pourquoi les nanoparticules sont intéressantes d'un point de vue santé publique et risque potentiel sur la santé publique. C'est que vous voyez là, dans la courbe, il y a à peu près 50% de taux de pénétration au niveau pulmonaire pour les particules, justement, nanoparticules. Là. Donc, c'est de 17 nanomètres que vous avez à l'écran, 0,017 micromètres. Donc, 50% des particules ont un taux de pénétration, ce qui est considérable quand même. L'autre aspect, je vous avais dit que moi, je m'y intéressais beaucoup à la maladie de Parkinson. Donc, c'est une maladie neurologique qui touche essentiellement le cerveau. Alors, évidemment, ce n'est pas une figure à échelle parce que les nanoparticules, vous ne les verriez pas. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a maintenant une nouvelle hypothèse à l'effet que les nanoparticules qui pénètrent par voie respiratoire peuvent aller directement dans la région du cerveau sans passer par la circulation sanguine, par le nerf olfactif. Et ça a été prouvé sur le modèle animal. Ça n'a pas été encore prouvé clairement sur l'humain, mais c'est hyper important parce qu'à ce moment-là, il y a un passage direct, il n'y a pas d'élimination par le foie, de métabolisation par le foie. Ensuite, pour établir ce programme de recherche sur les nanos, on s'est dit, quelles sont les forces de l'IRSST? Prioriser, c'est vraiment ça. Une des forces de l'IRSST, c'est dans les équipements de protection, que ce soit dans le champ de recherche dont j'avais la responsabilité ou de façon générale, ce sont les vêtements et les équipements de protection, les masques notamment. Puis ensuite, vous avez, ça c'est ce qui est en jaune, ensuite l'évaluation et la gestion du risque, c'est un autre volet qui était plus propre à notre section. Ensuite, d'une moindre mesure, tous les autres points. Il fallait s'assurer aussi, un peu comme vous le faites, que
soit que ces expertises-là et ces besoins-là trouvent preneur à l'intérieur même du corps de chercheurs et chercheuses de l'IRSST, mais également si on devait s'associer avec des chercheurs d'université. Essentiellement, il y avait beaucoup de professeurs de l'Université de Montréal, beaucoup de professeurs de l'Université Laval, quelques-uns de McGill, enfin, mais tous les professeurs, il y avait vraiment le réseau, quand on parle de réseau, c'est à peu près dans cette optique-là. Et c'est pas toujours évident parce que les universités ont un mode de fonctionnement passablement différent de celui de l'IRSST. Donc, il y a beaucoup plus d'autonomie, il y a beaucoup plus de... Moi, j'ai jamais eu... Depuis que je suis fonctionnaire, je souffre parce que je savais dans quoi je m'embarquais, là, mais j'achève dans 2 minutes. Je vais éviter de parler de ça, mais... Alors, voyez-vous, là, on a mis la tarte, au fond, un peu comme vous avez fait hier. Ce sont des enjeux. Donc, ici, on a justement tout l'effet cocktail, donc une nanoparticule qui ne représente pas de risque toute seule, mais qui peut avoir des effets additifs ou supra-additifs avec d'autres substances. Il y a l'exposition percutanée, il y a les nanoparticules avec le microbiote, il y avait les poussières intelligentes. D'ailleurs, les poussières intelligentes, imaginez, ils mettent des robots, des caméras dans des nanoparticules. Puis l'armée américaine, elle veut vraiment intervenir dans ce domaine-là parce que ça lui donne un contrôle total sur les populations. Vous avez des poussières partout, que ce soit dans le métro, dans les rues. Alors, c'est complètement absurde. On pense qu'on est dans un film tout à fait d'imagination. Ensuite, bon, les vêtements de protection et la performance également des filtres industriels. Tout ceci il y avait essentiellement les objectifs de la programmation de recherche, c'est consolider la recherche sur les nanos, créer un pôle d'excellence comme vous le faites. Je pense que c'est un terme que je n'ai pas vu hier, mais qui mérite d'être repris par l'Observatoire. L'Observatoire doit devenir non seulement un pôle d'excellence, mais un pôle par ricochet, un pôle de référence. On doit avoir le réflexe de référer à l'Observatoire n'importe quelle dimension qui touche l'amiante. Donc, il faut que l'Observatoire, à mon avis, la création d'un pôle d'excellence doit être mériterait d'être spécifiquement intégré. Et finalement, cibler les axes principaux comme vous l'avez fait hier. Alors, merci beaucoup. Merci, professeur Zayed. Maintenant, on a le temps pour des questions. Ça fait que ce soit à distance, donc bienvenue à ceux qui se sont connectés ce matin. Et voilà, on se présente, on va au micro directement, on se nomme et on peut poser des questions. Puis je suis certain qu'il y en a. Ça prend juste une première parce que il y a eu quand même beaucoup de matériel qui vient d'être nommé maintenant. J'aimerais vous entendre. Très bien. Bonjour, Geneviève Brisson de Lucar. Joseph, bonjour. Bonjour, Geneviève. Alors, moi, c'est une question très personnelle. Je voulais savoir pourquoi vous souffrez depuis 3 ans. Ah ouais, c'est plus anecdotique qu'autre chose, là. Moi, pendant toute ma carrière à l'université, j'ai pas rempli une feuille d'absence. J'ai pas demandé la permission à personne d'aller donner une conférence. J'ai pas demandé à personne d'aller donner des cours. J'ai donné des cours en Tunisie, au Mali, en République démocratique du Congo, en Égypte. J'ai jamais demandé la permission à personne. Et là, je me retrouve d'un jour au lendemain à remplir non pas une feuille de temps, mais 2 par semaine, avec un descriptif très, très détaillé mettons, j'ai travaillé 2 heures à répondre à mes courriels. En tout cas, c'est très irritant pour moi, là, qui n'avais jamais connu ça. Puis, bien honnêtement, je trouve que c'est sûr qu'il y a un cadre de gouvernance qui veut s'assurer de protéger le plus possible les commissaires qui participent à des commissions. Mais je trouve qu'à certains égards, ça peut devenir un peu étouffant. Ouais.
Tout à l'heure, vous avez parlé de prioriser. On a entendu au début de votre présentation. Et je fais une parenthèse parce que c'est exactement ce que vous allez faire cet après-midi en atelier. C'est vous tous ensemble qui allez prioriser où s'en va l'ONA. C'est pas de main stage, puis vous l'avez nommé, puis prenons conscience de l'importance que vous avez ici aujourd'hui pour la suite des choses. Oui, parce qu'en fait, elle est à la fois importante au point de vue de la recherche, mais elle est à la fois importante stratégiquement. Hein. C'est quoi? Cette priorité-là, cette priorisation ne doit pas, surtout pas faire abstraction du contexte sociopolitique dans lequel elle s'inscrit. C'est bon? Bien, vraiment pas d'autres questions. Est-ce qu'on en a à distance? Non. Une petite question, puis en même temps, un commentaire. Pierre Laroche. Je voulais juste réfléchir avec vous autres sur... Hier, on regardait différents enjeux, etc. Puis, à un moment donné, on s'est mis à parler de santé mentale. Je sais pas parce que je me demandais le lien qu'il y avait entre une substance et santé mentale, un minéral, est-ce que ça peut créer un problème de santé mentale? Je ne sais pas. Je ne sais pas si il n'y a pas un risque de buzz, etc. C'est hot de parler d'autisme, de toutes sortes de maladies. D'ailleurs, on est peut-être tous... je pense qu'il y avait un livre qui avait déjà été écrit il y a très longtemps qui disait « Tout homme en santé est un malade qui s'ignore ». Est-ce qu'on n'est pas tous des malades? Écoutez, ce n'est pas à moi à me prononcer sur les axes de recherche que l'Observatoire a déterminés jusqu'à maintenant, mais pour moi, il m'apparaissait essentiel que il y a un danger de vouloir couvrir aussi large, parce que essayer de couvrir aussi large, c'est reconnaître que tout est prioritaire. Donc, rien n'est prioritaire. En fait, c'est un message que vous lancez à vos collègues. Allez-y donc. Je vais me permettre de répondre à M. Laroche, puis peut-être à notre conférencier. Ça m'interpelle, ça fait partie de mon axe, puis c'est moi qui l'ai présenté. En fait, c'est pas une histoire de buzz ou de trucs qui créent de l'autisme ou tout ça, c'est plus l'anxiété reliée à l'exposition à l'amiante, parce que, comme vous l'avez très bien expliqué, il y a des gens qui vivent un stress, une anxiété d'être exposés à certaines substances. Pour certains, c'est sûr, puis je veux dire, on l'entend dans la région, là. Mais il y a des gens qui ont une anxiété, qui vont vivre du stress avec ça. Ça peut créer des troubles anxieux. On a une revue de littérature qui le démontre. Ça a été partout dans le monde, tout ça. On a moins d'effets sur la population au niveau de Tedford elle-même. Ça va être vu dans une enquête, mais c'est ça, c'est pas la particule elle-même qui va créer un trouble de santé mentale, mais de savoir qu'on peut être exposé à un danger peut faire en sorte là, qu'on développe des problèmes de santé mentale. D'ailleurs, soit dit en passant, l'éco-anxiété, c'est un axe important maintenant de recherche de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique. J'en ai une question pour vous. Moi, tantôt, on a entendu l'intégrité par rapport aux compagnies privées qui peuvent venir s'immiscer dans le processus. Est-ce qu'on peut vivre la même chose si c'est le gouvernement qui a fait la demande ou qui parraine? L'encadrement qui est fait par les organismes subventionnaires est totalement différent. Il n'y a pas aucune ingérence. Vous savez, de façon presque anecdotique, je disais, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi la différence entre un contrat et une subvention. Puis, je dis à la blague que pour certaines entreprises privées, contrat ou subvention, c'est la même chose, alors que ce n'est pas la même chose. Le chercheur ou la chercheuse a la totale autonomie de publier ses recherches, de ne pas les soumettre à l'entreprise, de ne même pas les envoyer à l'entreprise. Et lorsque une entreprise donne un contrat, ce n'est pas la même chose. Un contrat, c'est de nature privée, et donc le chercheur ou la chercheuse doit déposer, j'imagine, un rapport à la fin à l'entreprise privée. Ça va. Mais quand l'entreprise accorde une subvention et veut savoir qu'est-ce qui va être publié avant que ça soit soumis et donner sa bénédiction,
c'est là où je dis la gérance devient insupportable. Très bien, merci. Bon. Alors, on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci.